Aujourd'hui, lundi 18 novembre 2024, au jour où j'enregistre cette vidéo, eh bien notre fameux et talentueux Joe Biden, le trop célèbre maintenant Joe Biden, président américain encore en activité, mais pas pour très longtemps je vous rassure, en attendant d'être remplacé très rapidement par le nouveau président élu Donald Trump, Joe Biden s'est fendu d'une nouvelle déclaration en public lors d'un déplacement dans la forêt amazonienne où, derrière ses lunettes de soleil de Top Gun, il a déclaré officiellement qu'il donnait son accord à l'Ukraine pour autoriser des missiles américains longue portée contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, je suis DoseGeek, vous regardez la dose de geek sur la TV42. Merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous aussi pour tous vos likes et vos commentaires sur la dernière vidéo qui était dédiée au personnage de Gaston de La Belle et la Bête. Cette vidéo qui a bien marché, hein. Bah, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre, dans une tonalité un peu plus sombre. J'espère quand même arriver à vous divertir avec ces informations qui sont pas toujours très joyeuses, mais c'est la réalité des actualités du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Joe Biden vient de se fendre d'une nouvelle déclaration où j'ai envie de dire, Joe Biden a encore frappé, il a récidivé dans la bêtise, puisqu'il vient de se fendre publiquement d'une nouvelle déclaration lors d'un déplacement dans la forêt amazonienne devant toute une flopée de journalistes où il dit clairement et ouvertement, officiellement, qu'il autorise l'Ukraine à utiliser des missiles américains longue portée pour frapper directement la Russie à l'intérieur de ses frontières. Ce qui est, je ne vous le cache pas, selon moi, un vrai scandale, et encore une fois une escalade dans ce conflit, avec une énième provocation à l'égard de Vladimir Poutine, pour essayer à tout prix de déclencher cette troisième guerre mondiale. On a l'impression qu'ils ont envie absolument, en tout cas le bloc des démocrates aux États-Unis. En Europe, ça va pas se limiter uniquement au bloc socialiste. On a l'impression que c'est une envie qui est partagée par de nombreux partis politiques. Cette envie incroyable, poussée par l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, d'aller au conflit, d'aller à la provocation et de déclencher absolument cette troisième guerre mondiale. Quel est l'intérêt pour nous, pour les différentes populations d'Europe, mais aussi du bloc occidental? Quel est notre intérêt d'aller déclencher une nouvelle guerre en Europe? En plus, contre un pays qui est immense, la Russie qui est une grande puissance nucléaire. J'ai déjà abordé la question dans de précédentes vidéos sur la chaîne, avec notamment l'hypothèse de frappe nucléaire, la menace potentielle que ça peut représenter pour un pays comme la France ou pour d'autres pays, avec des simulations de l'impact réel de missiles nucléaires envoyés par la Russie. À partir du moment où des missiles sont envoyés dans un sens, il faut s'attendre automatiquement à ce que l'équivalent en termes de missiles nucléaires soit envoyé depuis le camp adverse, et pas forcément dans les minutes qui suivent, mais peut-être dans les secondes qui suivent. Voilà pourquoi j'essaye de démontrer qu'en fait, la solution de la guerre, la solution du conflit armé ou du conflit nucléaire n'est pas une solution, ou en tout cas c'est une solution non viable, puisque ça va automatiquement entraîner notre fin à nous tous, les deux camps. Donc je ne comprends pas que les politiques n'arrivent pas à comprendre que c'est totalement absurde. On ne peut pas honnêtement et moralement inciter les gens à aller vers la guerre, ou encourager la guerre. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec toutes ces armes nucléaires qui prolifèrent, toutes ces menaces potentielles, c'est totalement suicidaire. Donc voilà la déclaration faite par Joe Biden, vue sur Twitter X, sur le compte Serfia, mais qui a été partagée par de nombreux autres comptes sur X. Alerte info, Joe Biden autorise pour la première fois l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles américains longue portée et se retire dans la forêt amazonienne sans répondre aux questions des journalistes. C'est totalement lunaire. On sait pas où il va, je sais pas s'il va faire ses besoins dans la forêt, j'en sais rien. C'est authentique, le discours a bien eu lieu,
Là, vous n'avez assisté qu'à la partie complètement lunaire où, en fait, comme d'habitude, il sait soigner sa sortie, ou plutôt, il est complètement en roue libre. Personne ne comprend ce qui se passe. Évidemment, ça a provoqué différentes réactions sur les réseaux dans différents pays, dont notamment des autorités politiques ou des gouvernants. Maduro, notamment au Venezuela, qui nous dit « La Sainte Alliance du Mal, États-Unis, France, Royaume-Uni », vient de franchir une ligne rouge. Vous voyez, on nous considère maintenant, on nous assimile au camp du mal. Ceux qui veulent aller plus loin dans l'escalade de la guerre. Autoriser Zelensky à utiliser des missiles longue portée contre la Russie, un acte de folie impériale, une revanche désespérée de l'Occident en déclin. Sur ce point-là, je trouve qu'il a pas tort. Hein. Ouais, c'est pas faux. Je pense qu'on sera nombreux ici à s'accorder sur le fait que la France, mais aussi l'Union européenne plus globalement, encore plus globalement le bloc occidental, est en train de traverser une phase notable de déclin à tous les niveaux. Et c'est aussi quelque part pourquoi Donald Trump a été élu aux États-Unis. Il y a une sorte de prise de conscience, surtout aux États-Unis, par rapport à toutes les dérives qui ont été provoquées par les élites politiques, par différents mouvements idéologiques comme le wokisme et autres, l'écologie poussée à outrance, l'arnaque du réchauffement climatique et autres discours alarmistes qui sont complètement vides de sens, ou encore la vaste escroquerie autour de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, on a des enquêtes qui sont menées aux États-Unis, notamment. Les États-Unis sont en avance sur plein de choses, sur les dérives en matière de gestion de la crise, en matière d'obligations vaccinales qui ont été mises en place par le gouvernement, par les gens au pouvoir à ce moment-là, sur la censure organisée par rapport à tout discours qui essayait un minimum de prendre du recul par rapport à cette hystérie collective autour du virus et autour des normes sanitaires qu'il fallait absolument respecter. On continue dans les réactions. L'Union européenne va se retrouver devant deux grands blocs. D'un côté, les Américains avec Trump et de l'autre, la Russie, la Chine et tous les BRICS. Nos gouvernants européens sont juste des tarés. Même Emmanuel Macron et tous les dirigeants de l'Union européenne poussent dans ce sens pour continuer à soutenir l'Ukraine et Zelensky dans son opposition à la Russie. Emmanuel Macron a souvent dit dans différents discours qu'il voulait absolument que l'Ukraine gagne cette bataille. Ce qui est totalement absurde puisque c'est un nain à côté de la Russie. Zelensky menace immédiatement la Russie après avoir reçu l'autorisation américaine de frapper le territoire russe. Les frappes ne se font pas par des mots, on ne les annonce pas, les missiles parleront d'eux-mêmes, c'est sûr. Bientôt la Troisième Guerre mondiale, sponsorisée par le lobby de l'armement américain. Tweet de Alexis Poulain, qui est journaliste. Poutine a réagi également, et il avait déjà prévenu auparavant, hein, Poutine, il avait dit sur l'utilisation des missiles longue portée par l'Ukraine, cela signifie que l'OTAN, les États-Unis et les pays européens entrent en guerre contre la Russie. L'armée ukrainienne est incapable de frapper avec des systèmes modernes de haute précision. Pour lui, ça veut dire que l'armée ukrainienne étant incapable de disposer de toute la technologie et de toute la logistique pour activer ses missiles et pour exploiter les données satellites pour activer le ciblage de ces missiles, Poutine sous-entend dans sa déclaration aux journalistes, l'Ukraine, dans l'utilisation de ces missiles longue portée, va automatiquement faire appel aux forces de l'OTAN pour la partie ciblage, la partie logistique et pour la partie lancement de ces missiles. Donc pour lui, ça équivaut à une entrée en guerre de l'OTAN et donc des nations européennes et forcément de tout le bloc occidental, donc aussi les forces américaines. Pour lui, si jamais un missile est lancé, ce sera le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, donc ce sera le déclenchement de l'affrontement officiel entre la Russie et le bloc occidental. Le bloc occidental, c'est nous. Sur le compte Trump Fact News, Biden vient d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles fournis par les États-Unis contre Moscou et la Russie. Cela nous lancera dans une troisième guerre mondiale nucléaire contre la Russie. Nous devons nous engager totalement et démanteler l'ensemble de l'establishment néocon mondialiste qui nous entraîne perpétuellement dans des guerres sans fin, prétendant se battre pour la liberté et la démocratie à l'étranger, alors qu'ils nous transforment en un pays du tiers-monde et en une dictature du tiers-monde ici, même chez nous. Ça, c'était Biden dans une vidéo, une vieille vidéo qui suggérait déjà de bombarder Belgrade. L'OTAN, c'est la guerre. I was suggesting we bomb Belgrade. Trump accuse et lance un message de paix. L'OTAN et les néocons mondialistes poussent à la guerre nucléaire. Biden joue avec l'Armageddon en Ukraine. La Russie n'est pas la menace, c'est notre propre élite corrompue qui détruit l'Amérique. Priorité, paix immédiate. Démantèlement des fauteurs de guerre et priorité à l'Amérique. C'est assez inquiétant tout ce qui se passe actuellement. C'est très frustrant quelque part parce qu'on a l'impression que ça nous échappe complètement
à part peut-être aux États-Unis où les Américains ont réussi un petit peu à inverser la tendance et à contrer certaines forces malveillantes, maléfiques, vous pouvez les appeler comme vous voulez, qui sont à l'œuvre pour essayer de nous plonger à tout prix dans un conflit meurtrier, dans un conflit suicidaire. Nous, en Union européenne, on est quand même encore bloqués. On est piégé, pieds et poings liés par ce système de gouvernance où en fait on se retrouve dirigé par des gens au Parlement européen et notamment avec Ursula von der Leyen que nous n'avons pas élus directement mais qui décident à notre place et qui décident d'envoyer des milliards sans limite à l'Ukraine, donc plongeant nos pays respectifs dans des crises économiques, sociales absolument incroyables, effroyables même, avec des déficits publics exorbitants. Ces dirigeants qui ont déjà été pointés du doigt pour des pratiques à la limite de la dictature, notamment pendant la crise de la pandémie, la crise des vaccins, tout ça, ces dirigeants veulent absolument nous entraîner dans ce conflit, dans cette guerre. Il faut absolument que les peuples européens soient solidaires de l'Ukraine et rentre dans cette guerre contre la Russie, quitte à même sacrifier nos enfants, dans un conflit qui quelque part ne nous concerne pas. Je rappelle que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est vraiment une guerre qui est la résultante de tensions historiques et culturelles sur plusieurs siècles dans ce secteur géographique. Les pays d'Europe ne sont absolument pas concernés par cette culture et par cette histoire des conflits raciaux, des conflits ethniques dans ce secteur géographique. Ça, c'est une illustration vue sur Verity France que j'ai partagée aussi sur mon profil et que je trouve qui est très parlante, qui retranscrit parfaitement la situation actuelle avec, on voit ces élus, ces politiques européens qui sont poussés par l'argent, par l'appât du gain, par la cupidité et qui portent allègrement des missiles avec les étoiles européennes dessus, en direction certainement du front russe. Vite, dépêchons-nous de lancer la Troisième Guerre mondiale avant que la paix ne soit signée. Parce que c'est de ça finalement que tous ont peur. Depuis que Donald Trump a été réélu aux élections américaines et qu'il a déclaré qu'il comptait mettre fin au conflit en Ukraine, ça contrecarre complètement les plans des démocrates aux États-Unis et puis aussi des sociaux-démocrates en Europe. Tous, évidemment, sont pro-guerre. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais c'est aussi la question que je me pose régulièrement. Pourquoi ces envies suicidaires? Pourquoi vouloir absolument nous pousser à la guerre? À qui profite le crime? Ce contexte qui est très incertain, qui est très inquiétant, angoissant, stressant, ça rappelle souvent de nombreuses scènes qu'on a vues dans des films, dans des séries télé, et notamment des années 80. Et vous allez voir qu'il y a un parallèle entre ce que nous vivons actuellement et ce qui a été entrevu déjà dans certains films des années 80 par toute l'industrie du cinéma hollywoodien. Alors le premier film des années 80 auquel j'ai pensé en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est War Games, un film de John Badham réalisé en 1983. Voici la bande-annonce de l'époque. David Lightman was a master at computer games. A fast thinker. Oh, David! Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex. Your wife? Get out, Lightning. And a promising student at an old game. Hi. With an electronic twist. Are those your grades? Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you? You can go to jail for that. Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. Wow. What? We got something. He found the right code word to play the game. We're in. But it was the wrong computer. Shall we play a game? How can I ask you that? How about global thermonuclear war? Fine. All right. What the hell? They're trajectory headings for multiple impact re-entry vehicles. How's that mean? I don't know, but it's great. All stations, this is Crystal Palace. I wonder if I should use my subs. 22 Typhoon-class submarines departing Petropavlovsk. What in the hell's happening here? Oh my god. Shall we play? I have 7, correction 8. That's 8 Redbirds. Get on the sack. Tell them to flush the bombers. Russians are still denying everything, sir. Who are you working with? Nobody.
I don't have to believe you. Today we have Soviet missile warning. Placed under arrest pending indictment for espionage. Espionage? Confidence is high. I repeat, confidence is high. Cobra Dane, is this an exercise? Negative, this is not an exercise. Made the president on the horn. It's still playing the game. It's gonna start a war. Close up the mouth. Is this a game or is it real? War Games, playing soon at a theater near you. Shall we play? Avec le jeune et talentueux acteur Matthew Broderick. Le gamin qui est un crack en informatique croit avoir craqué un système informatique pour pouvoir jouer à un jeu de guerre avec une intelligence artificielle. Donc lui, il croit que c'est un jeu de A à Z, mais en fait, il est en train de jouer un jeu réel avec l'intelligence artificielle des forces armées américaines qui, elle, est en train de déclencher pour de vrai la Troisième Guerre mondiale. C'est tellement réaliste que ce film en devient très actuel. Ça, c'est une carte partagée par Silvano Trotta officiel, missile à longue portée. Voici une image utile décrivant leurs portées respectives. Ils veulent l'escalade, ces gens sont des psychopathes. Sur cette carte, le champ d'action des différents missiles américains, et notamment les Storm Shadow en vert foncé, qui vont les plus loin. Moscou, du coup, est très largement à portée de l'Ukraine. Le sachiez-vous, la Russie peut lancer une attaque nucléaire même si tous ses dirigeants sont éliminés. Le système Dead Hand, s'il ne reçoit aucune réponse, considérera que le commandement a été éliminé et lancera 4000 missiles nucléaires sur les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Sensors across Russia will collect data on radiation, heat, and seismic activity, confirming a nuclear strike. The system will then await instructions from Moscow's command. On est déjà dans le système de l'intelligence artificielle, comme dans le film. C'est-à-dire que c'est même si les êtres humains sont tués, si les bases secrètes, ou en tout cas les bases majeures, ou les postes de haut commandement sont touchés en priorité, l'intelligence artificielle a de très fortes chances de prendre le relais et de continuer la surenchère nucléaire jusqu'à la destruction totale de l'humanité. C'est absolument flippant, c'est de la folie furieuse. Et bien évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez prendre le temps de tout lire, de revenir sur tout ce que j'ai dit. Le film suit les aventures de David Lightman, Matthew Broderick, un jeune pirate informatique qui accède involontairement à WOPR, W-O-P-R, un supercalculateur militaire des forces armées américaines programmé pour prédire les résultats possibles d'une guerre nucléaire. Lightman obtient de WOPR de lancer une simulation de guerre nucléaire, croyant initialement qu'il ne s'agit que d'un jeu informatique. La simulation cause une panique au niveau national et est près de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le film a été un succès au box-office. Pour un coût de production de 12 millions de dollars, il rapportera une recette brute de 79 567 667 dollars au bout de 5 mois d'exploitation aux États-Unis et au Canada. Le film a été nommé pour 3 Oscars et sera adapté en livre la même année par David Bischoff. On est en plein dans la période de la guerre froide entre les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Occident. C'est un film que j'ai vu étant jeune et que je vous invite à voir, à découvrir si vous ne le connaissiez pas. On est dans le cas d'un adolescent qui est pirate informatique, qui va déclencher, malgré lui, une simulation de guerre nucléaire avec l'Union soviétique. War Games, il est intéressant dans le sens où il reflète les peurs de l'époque concernant la technologie et les escalades militaires entre les deux blocs. Ce sujet-là qui a été abordé déjà en 1983, on le retrouve encore aujourd'hui dans la situation actuelle qui est très tendue entre la Russie, l'ex-Union soviétique, mais qui est en train de construire un nouveau bloc avec les BRICS, avec la Chine, avec la Corée du Nord et autres, et l'autre bloc qui est le bloc occidental. Le seul moyen que la couleur politique socio-démocrate de ce bloc occidental a trouvé pour traverser cette crise socio-économique, cette crise culturelle, eh bien, c'est de relancer l'économie par la guerre. On recommence l'histoire indéfiniment. Le bloc occidental a toujours existé par la guerre, par les conflits, ça a toujours été un moyen de relancer l'économie en cas de crise économique majeure. Évidemment, ce film, il a le mérite aussi d'aborder déjà pour l'époque, eh bien, les différentes menaces qu'on connaît aujourd'hui,
les menaces de cyberattaque, les armes de pointe, les armes nucléaires, les missiles longue portée, etc., etc. Alors après, il y a un autre film des années 80 que je voulais vous faire voir. C'est un film qui était passé sur la télé américaine en 1983, donc on est toujours, vous voyez, la même année. C'est fou comme cette peur de la menace nucléaire était très présente, déjà. Ça s'appelle The Day After. Alors ce film, je ne l'ai jamais vu, mais j'en ai souvent entendu parler. C'est un film qui étudie le scénario d'une guerre nucléaire qui est déclenchée entre les deux blocs, encore une fois, et ensuite l'apocalypse nucléaire qui va en découler, et cette période sombre que vont devoir traverser les rescapés. Il faut savoir que ce film a beaucoup marqué les Américains. Ce film a souvent été considéré comme très réaliste et très précis en termes des détails et des hypothèses abordées dans le cas d'un scénario de ce genre. Synopsis: des bombes atomiques explosent un peu partout dans le Kansas suite à une déclaration de guerre de la Russie sur l'Europe et les États-Unis d'Amérique. C'est un extrait du film. Donc là, tout d'un coup, il y a tout qui s'éteint. Eddie, tu vas pas me faire ce coup-là maintenant, toi? Donc j'imagine qu'une explosion nucléaire provoque une forte décharge électromagnétique qui éteint tous les appareils, aussi bien mécaniques que électroniques. C'est ce qui est montré dans le film en tout cas. Je pense que quand on est témoin de ce genre d'explosion, aussi près, même si on survit dans les quelques minutes qui suivent, on est exposé, on est touché par des radiations très fortes. Donc c'est quasiment une condamnation à mort. Ça doit être impressionnant quand on le vit pour de vrai. Mais je pense qu'on le vit qu'une fois. Ça fait penser à des scènes de Terminator. Effectivement, il y a le souffle de la déflagration. Alors ce film est intéressant dans le sens où il a été réalisé sur la base d'études scientifiques faites par de vrais professionnels qui ont partagé leurs informations et leurs indications techniques sur les vraies conditions, ce qui se passerait effectivement dans le cadre d'un conflit nucléaire et d'explosions de bombes atomiques un peu partout sur la planète. Quelles seraient les conséquences étape par étape? Et c'est ça qui a fait que ce film est devenu très vite très frappant pour les Américains, parce qu'il était frappant de vérité. Donc si seulement on pouvait montrer ces scènes à nos dirigeants politiques en Union européenne ou aux généraux de l'OTAN pour leur montrer ce qui nous attend dans le cas d'une solution extrême, dans le cas où l'option extrême serait choisie. Voilà, c'est flippant, hein. The Day After, un téléfilm choc qui imaginait les conséquences d'une guerre nucléaire sur une petite ville américaine. Ce film nous montre comment la culture populaire des années 80 mettait déjà en garde contre les escalades militaires. Téléfilm américain réalisé par Nicholas Meyer, diffusé en 1983.
est sorti en salle en France dans l'année qui a suivi. Le film met en scène une guerre fictive entre les forces de l'OTAN et du pacte de Varsovie qui dégénère rapidement en un échange nucléaire à grande échelle entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cependant, l'action se concentre sur les résidents de Lawrence au Kansas et à Kansas City, Missouri, ainsi que plusieurs fermes familiales situées à proximité des silos de missiles nucléaires. Le début du film est un peu long puisqu'on suit la vie de tous les jours de ses habitants jusqu'au moment où ils vont être témoins de ces explosions nucléaires qui vont frapper leur pays. Ce film est intéressant dans le sens où, après sa diffusion, il a déclenché de vives discussions et de nombreux débats, dont notamment un débat télévisé organisé entre William F. Buckley, un écrivain conservateur, et Carl Sagan. Carl Sagan a comparé la course aux armements à deux hommes se faisant face avec de l'essence jusqu'à la taille, l'un avec 3 allumettes et l'autre avec 5. Sagan évoquait déjà pour la première fois le concept d'hiver nucléaire, affirmant que le cauchemar d'une guerre nucléaire commencerait une fois que celle-ci serait terminée. Dans ce chaos nucléaire, rien ni personne n'est épargné, femmes, enfants, animaux familiers, tous sont vaporisés. Le gouvernement finalement fournit peu d'aide et les personnes qui s'aventurent à l'extérieur après les attaques succombent toutes à l'empoisonnement dû aux radiations. Le réalisateur Meyer a passé une année entière à étudier les effets des retombées radioactives et parvient à en faire une bonne description à travers son film. On estime que plus de 100 millions d'Américains ont regardé ce téléfilm lors de sa première diffusion. C'est dire si ça a marqué les esprits. Le réalisateur Nicolas Meyer, il avait travaillé sur le film Star Trek 2 auparavant, et il a dû affronter la censure de certaines chaînes qui étaient au départ assez réticentes à diffuser ce film en prime time. Le jour d'après fait usage de documents d'archives. Certaines scènes de panique sont issues du film Un tueur dans la foule, en 1976, tandis que des scènes de destruction proviennent du film Météore, réalisé en 1979. Et il y a même Ronald Reagan, le président des États-Unis à l'époque, qui avait soumis quelques suggestions dans son montage au réalisateur. Les médias ont rapporté par la suite que le film avait déprimé énormément de personnes. Dans la foulée, je pourrais évidemment vous parler de Terminator, un film de 1984 réalisé par James Cameron avec Arnold Schwarzenegger, et qui reprend aussi un peu cette idée de l'humanité qui se détruit elle-même par une guerre nucléaire à grande échelle au niveau planétaire. Mais là, dans le cas de Terminator, il y a deux questions qui sont traitées. D'une part, il y a la question du voyage temporel, et d'autre part, il y a la question de la fin de l'humanité via une guerre nucléaire. Mais une guerre nucléaire qui est quelque part provoquée aussi par une forme d'intelligence artificielle. D'où cette hypothèse qui est soulevée par le réalisateur, qui est: avons-nous intérêt à développer l'intelligence artificielle au risque d'un jour être dépassé par celle-ci et que jusqu'au moment où elle décide de nous rayer complètement de la carte. Le cas de Terminator, c'est le décor qui est planté déjà en 2029, donc on n'en est pas loin, on est en 2024, où une guerre oppose ce qui reste de l'humanité, qui a été décimée par un holocauste nucléaire, aux machines dirigées par Skynet. Un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle et qui a pour objectif la suprématie des machines sur les hommes. Grosso modo, on retrouve un peu la même idée, c'est que à la fin, c'est toujours l'humanité qui perd. Ça aussi, c'est l'idée récurrente qu'il va falloir imprimer, à s'incruster dans son cerveau. L'humanité n'a aucun intérêt à déclencher un conflit nucléaire. J'ai l'impression qu'on a beau le répéter sans arrêt, ça ne veut pas rentrer dans le petit cerveau des gens qui nous dirigent. J'ai trouvé des critiques assez intéressantes de la part de gens qui avaient regardé The Day After. Une véritable descente aux enfers, quelle fin cataclysmique, c'est franchement terrible et on est si loin des films catastrophes d'aujourd'hui qui sont dans la surenchère des effets spéciaux. Ici, les émotions sont l'élément du drame et c'est poignant. Plus la fin approche, plus le dénouement est flagrant et le silence affreux. Un excellent film d'anticipation qui montre les horreurs et la bêtise de l'homme et de son nucléaire. Les effets sont proches de ceux qu'on a lus et vus au Japon pendant la guerre. J'ai beaucoup pensé à La Bombe, The War Game, réalisé en 1965 par Peter Watkins, qui était plus fait comme un documentaire fiction. Ici, c'est bien un film dont on parle et qui, pour une fois,
nous montre une Amérique du Nord battue, abattue, qui peine à survivre. Une fois passé une phase de présentation des personnages un peu trop longue, ce film de science-fiction dévoile un scénario qui fait froid dans le dos, guerre nucléaire et explosion de bombes atomiques. L'histoire est d'autant plus effrayante qu'elle s'avère crédible, la guerre froide en moins. Tout en sobriété, sans artifice malvenu, le réalisateur arrive même à insuffler à son œuvre une certaine tension. Le film qui a terrifié la population américaine et a réussi à infléchir la politique de provocation de Reagan. C'est un film bien réalisé, joué avec conviction, pour voir ce que Meyer a imposé à ses acteurs, les pauvres, et dont le tournage et la diffusion ont été particulièrement difficiles pour des questions politiques. Pas d'acteurs connus, pas de renversement de situation, et pas d'agresseurs identifiés. Peut-être que c'est ça finalement qu'il faudrait faire, ce serait réaliser un énième film encore plus réaliste d'un holocauste nucléaire provoqué par la bêtise humaine, pour pouvoir marquer les esprits définitivement, aussi bien les électeurs que les gens qui sont élus. Ensuite, on a un autre film qui est Red Dawn, l'Aube Rouge, en 1984. J'ai déjà fait une vidéo précédemment sur ce film sur la chaîne, je vous invite à aller la voir, où je décortique complètement le film, je vous explique tout le tournage, tous les tenants et les aboutissants du film. Et on est là carrément dans un scénario, dans une uchronie, où l'Union soviétique, dans un contexte de guerre froide encore une fois, l'Union soviétique a décidé d'envahir les États-Unis. Et donc, les États-Unis, les Américains sont complètement débordés par cette invasion surprise. Seule une poignée de jeunes parvient à s'échapper et va organiser une résistance avec leurs moyens face à l'envahisseur russe. Ou l'envahisseur soviétique, j'ai envie de dire. Avec un casting assez saisissant, assez incroyable, hein, parce qu'on a beaucoup de jeunes acteurs américains qui étaient là à leur début, avec Patrick Swayze, avec Charlie Sheen, et bien d'autres. Je crois qu'il y avait Emilio Estevez aussi. Puis les actrices féminines. Ce groupe de résistants, de jeunes résistants qui se fait appeler les Wolverines. Un film là aussi très réaliste malgré le fait que ce soit une uchronie. Voilà, l'Aube Rouge. Dans l'Aube Rouge, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, il imagine une invasion soviétique des États-Unis et une résistance locale menée par des adolescents. Bien que ce soit très fictionnel, le film il va refléter encore une fois les peurs de l'époque et c'est dans ça qu'il fait véritablement écho aux tensions contemporaines, à ce qu'on vit aujourd'hui, notamment les inquiétudes des pays frontaliers de la Russie et aussi les inquiétudes des populations européennes quant à la potentielle entrée en guerre de leur nation sous l'impulsion de leurs dirigeants politiques. Film de guerre américain réalisé par John Milius, le réalisateur de Conan le Barbare, scénario coécrit avec Kevin Reynolds, imaginant une troisième guerre mondiale durant laquelle l'Union soviétique envahit les États-Unis avec l'aide des pays du pacte de Varsovie et de pays communistes d'Amérique latine. Malgré des critiques de presse mitigées, l'Aube Rouge a été un succès commercial rapportant 38 millions de dollars contre un budget de 17 millions de dollars. Ce qui est marrant, c'est que le contexte de ce film, au départ, ça se déroule en 1989. On a le Parti des Verts qui remporte les élections en Allemagne de l'Ouest et obtiennent le retrait des forces américaines et de leurs armes nucléaires d'Europe occidentale, ce qui conduit la dissolution de l'OTAN. Du coup, Cuba va envahir l'Amérique centrale et le Mexique va rejoindre le bloc soviétique à la suite d'une guerre civile, ce qui va fournir le terreau idéal pour déclencher une troisième guerre mondiale et faciliter l'invasion de l'Amérique du Nord par le bloc soviétique. L'Aube Rouge, c'était le premier véritable rôle au cinéma pour Charlie Sheen, qui avait commencé sa carrière 10 ans plus tôt dans le téléfilm Exécuté pour désertion avec son père Martin Sheen. En fait, je me suis trompé, Emilio Estevez, le frère de Charlie Sheen, avait initialement été engagé pour incarner Jed dans le film, mais il a finalement quitté le film pour un autre projet. Du coup, le rôle de Jed, le leader du groupe, revient finalement à Patrick Swayze, qui retrouve des partenaires d'Outsider sortis un an plus tôt. On a aussi l'acteur C. Thomas Howell, William Smith et Darren Dalton. Autre film qui pourrait habilement illustrer les craintes, les angoisses, le contexte sociétal que nous vivons, c'est le film Cobra, avec Sylvester Stallone,
réalisé en 1986, dont nous allons voir la bande-annonce dès maintenant. La société engendre une nouvelle race de criminels. Elle engendre aussi une nouvelle race de flics. Un montage réalisé au couteau. Très clippé comme montage, hein, très clippé. Excellente bande-annonce. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Stallone est un flic nommé Cobra. La force au service de la loi. Excellent, excellent. La musique est incroyable dans ce film, un film très rythmé. Le personnage de Sylvester Stallone aussi, enfin l'acteur est incroyable dans ce film encore une fois. Sylvester Stallone, un acteur incroyable. Alors là, on est plus dans le mode film de héros patriotique. Pourquoi ? Parce que ce film, il va exploiter les peurs d'une société où le crime s'est développé de manière exponentielle et où en fait les autorités ont en quelque sorte perdu un peu le contrôle. Donc quand les autorités ont perdu le contrôle, quand il n'y a plus de justice, c'était très esprit années 80, eh bien il y avait le héros bien viril, bien macho qui était là pour reprendre les rênes et pour donner la raclée aux criminels. Dans Cobra, ce qui était assez extrême, assez excessif, c'est que Cobra, c'était un peu comme le Punisher avant l'heure. Lui, il se posait pas de questions, c'est-à-dire il voyait un criminel, il constatait un crime, il agissait aussitôt, un peu comme un Martin Riggs dans L'Arme Fatale, quitte à ôter la vie directement aux criminels, sans passer par la case tribunal. C'était aussi quelque part Judge Dredd avant l'heure. Un film davantage orienté action que politique. Ce film, il est intéressant dans le sens où il va retranscrire le sentiment américain de l'époque, un sentiment de défiance face aux menaces extérieures et aussi intérieures, avec notamment l'explosion de la délinquance, des actes criminels, un thème récurrent des années 80. On l'a vu aussi notamment avec les films de Clint Eastwood, Dirty Harry, etc. Les films avec Bronson aussi, Le Justicier dans la ville. Ce film Cobra, il est souvent perçu comme une réponse ultra-violente et stylisée aux angoisses sociétales de l'époque, notamment le sentiment d'une montée inexorable de la criminalité et la méfiance envers les institutions traditionnelles. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Dans Cobra, Sylvester Stallone, il incarne Marion Cobretti, un policier solitaire et impitoyable, présenté comme le remède à une société gangrénée par le mal représenté par un culte criminel extrémiste. C'est une vision manichéenne, hein, où la force brutale supplante le respect des règles. Ça reflète l'état d'esprit de la société de l'époque, mais aussi l'état d'esprit de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on est en train de perdre complètement le contrôle de ce qui se passe dans les rues. Cet effrayant constat de la fragilité relative des systèmes démocratiques face à des menaces globales comme le terrorisme, les cyberattaques encore une fois, ou les tensions géopolitiques. Le film Cobra, il combine différentes idées des genres poliziotesco italiens, c'est-à-dire les genres policiers noirs italiens, et du cinéma de terreur. De nombreux plans dans l'ombre comme ça avec des silhouettes, avec le visage du criminel qui est très accentué par les ombres et lumières. Ce film fait beaucoup de références à des œuvres comme celle de Dario Argento, ce qui lui donne une atmosphère sombre et anxiogène. Et ces influences, elles vont renforcer une esthétique apocalyptique qui, vue avec nos yeux d'aujourd'hui, pourrait être interprétée comme une métaphore de nos inquiétudes face à un monde instable et violent. Évidemment, Cobra, il a été critiqué à sa sortie pour son excès de violence et son absence de subtilité par des gens qui ont regardé ça beaucoup au premier degré, comme d'habitude. Malgré ça, c'est un film qui capture les peurs et les désirs d'ordre de l'époque. Et ces désirs, je pense qu'on les a toujours encore aujourd'hui. Il nous permet quelque part d'explorer les parallèles avec les angoisses qu'on a actuellement. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment le film, il utilise son personnage principal comme une métaphore
des réponses autoritaires face à la peur. Ce qui nous ramène à cette question qui revient souvent, est-ce que les films nous influencent dans la perception que nous avons des conflits? Les images que nous voyons, les histoires que nous suivons vont forcément éveiller notre conscience à des enjeux, à des risques, à des menaces, à des façons de réagir, à des solutions possibles, à différentes hypothèses. Et je pense sincèrement que, effectivement, cela doit nous influencer quelque part en fonction de nos différentes personnalités, de nos émotions, de nos caractères, dans notre comportement et dans notre façon d'appréhender les choses. Est-ce que les films d'aujourd'hui, réalisés avec les moyens d'aujourd'hui, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, avec le storytelling d'aujourd'hui, seraient capables d'être aussi visionnaires, d'aller aussi loin dans l'anticipation que les films que nous venons de voir, ces films qui ont été réalisés dans les années 80, et on peut voir à quel point ils ont été vraiment très proche de la réalité dans l'anticipation de l'époque que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas les amis à réagir dans les commentaires, à me laisser vos réactions, éventuellement me poser des questions, à me dire ce que vous en avez pensé. Dans quelle mesure les films réalisés actuellement peuvent préparer notre génération et les générations qui arrivent aux crises à venir? Peut-être que vous avez la réponse. C'était Dose Geek dans la Dose de Geek sur la TV42. Merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le contenu et si vous souhaitez soutenir mon travail et si vous voulez qu'on se retrouve très rapidement. Je vous dis rendez-vous à très bientôt sur la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de grosses bises. On va croiser les doigts, j'espère que la 3e guerre mondiale finalement n'aura pas lieu, que nous arriverons à l'éviter. En attendant, et peut-être ce qui va nous sauver, c'est quelque part de savoir garder notre âme d'enfant, de ne pas vouloir trop se prendre au sérieux. C'est peut-être le sens de l'humour qui nous sauvera tous finalement. Laissez parler le geek qui est en vous, et à très bientôt sur la TV42. Bye!